Bonjour à tous, je vous remercie d'être présent pour ce carnet de thèse, qui est une reprise du carnet de thèse après une petite pause d'à peu près 2 ans. J'y suis toujours, mais ça a été compliqué, je ne vais pas vous mentir, à cause de la pandémie qui a touché le secteur dans lequel je travaille assez durement, donc ça a remis un petit peu en cause mes projets. Alors là, je tente quand même de m'y remettre parce que c'est important, et j'aimerais vraiment aller jusqu'au bout de cette thèse, même si ce n'est pas simple. Donc, je recommence et je reprends un petit peu mon bavardage autour de la thèse sur le point sur lequel je suis. Je sais pas si c'est très correct de dire ça comme ça, mais je suis sur l'opus 111 de Beethoven, qui est un passage assez important. Il s'agit dans le Dr Faustus de Thomas Mann, puisque c'est un petit moment de tournant en fait, où sont évoquées des questions qui vont parler au personnage principal, qui est Adrian Leverkühn. Alors, c'est un contexte où il est avec son premier maître, on va dire, en musique, qui est Kretschmar, qui anime des conférences, dont l'une qui parle de l'opus 111 de Beethoven. Dans la pratique, tout son discours, toute sa conférence, en fait, alors si l'œuvre est fictive, la conférence en elle-même, est une réécriture à peine transformée d'un texte de Theodor Adorno sur le style tardif de Beethoven. Ça s'appelle d'ailleurs le style tardif de Beethoven. Son style tardif, voilà, c'est-à-dire que c'est la manière dont il a travaillé sur ces dernières œuvres, en tout cas une question d'écriture plutôt, et qui appuie notamment sur 2 points importants qui sont le fait que, sur un questionnement à propos du fait que ce n'est une sonate qu'en 2 mouvements. La dernière, l'opus 111, c'est une sonate pour piano, mais qui n'est qu'en 2 mouvements. Et aussi, autre chose, c'est le rapport à la convention, parce que Adorno a beaucoup insisté dans ce texte, mais ailleurs aussi, à propos de Beethoven, dans son rapport à la convention, parce que on s'imagine même souvent qu'un artiste, plus il vieillit et plus il s'éloigne de tout ce qui est conventionnel dans la musique, et en fait, avec Beethoven, il s'est pas passé ça. Je sais pas si c'est vrai pour d'autres artistes ou pour tous, ça se trouve, pour la majorité, ça va être vrai, mais ça nie un petit peu quelque chose qu'on pourrait penser intuitivement. C'est qu'au contraire, et non pas que Beethoven ait mal vieilli, hein, c'est pas la question, mais c'est que au contraire, il a repensé un petit peu la manière d'intégrer ce qui est conventionnel dans sa musique. Et en ça, c'est très intéressant. Ça apporte une réflexion là-dessus. Bon, je vais pas vous donner le détail, parce que moi, il faut aussi que je me remette un petit peu dedans. Mais c'est un texte qui va évoquer tout ça. Et qui va permettre d'interroger. Et c'est justement après sur ce point de vue-là que le roman va se développer un petit peu, et surtout les recherches d'Adrian Leverkühn. Moi, j'aime bien penser le parcours d'Adrian Leverkühn comme une recherche musicale, pas une recherche au sens universitaire, mais une recherche d'un langage, parce qu'il est question de langage, évidemment. Le gros problème d'Adrian Leverkühn, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer par le langage verbal, et qui s'exprime via la musique. Alors là où j'ai encore, moi, j'ai pas mon avis fixé, je ne sais pas si c'est lui qui essaye de s'exprimer à titre personnel, de manière très subjective à travers la musique, ou si c'est simplement qu'il se sert de la musique pour tenter d'extraire de sa propre expérience, qui finalement fait partie de ce qui est collectif, de ce qui est propre à l'humain et non pas propre à lui en tant qu'individu. Parce que il faut avoir en tête que la notion de convention, c'est le principe de la convention, c'est
c'est notamment un produit de l'esprit humain, de la pratique humaine, qui fait autorité en un sens et qu'on suit pour que ce que l'on fait soit compréhensible, et soit accessible. Donc c'est en ça que c'est intéressant et que mais qu'en même temps ça peut aussi faire obstacle à une chose, c'est que ce qu'il y a de particulier à l'individu déjà peut être plus ou moins dissimulé, mais de toute façon rien ne dit que l'humain, enfin un homme, un individu en tant qu'individu en tout cas, rien ne dit que l'individu en tant qu'individu est quelque chose d'important, ou du moins est quelque chose tout court même, parce que c'est même pas une question d'importance, là on arrive dans des questions de jugement de valeur, et c'est pas du tout la problématique, mais est-ce que un individu a des choses à dire en musique, et finalement est-ce que la musique ne sert pas juste à faire passer ce qui ne se dit pas par le langage? Et ça c'est intéressant dans le rapport à la convention, c'est-à-dire que la convention à la fois est ce qui va permettre de rendre compréhensible le langage, mais d'un autre côté, la convention empêche peut-être le nouveau et surtout elle prend le risque d'effacer ou d'annihiler le sens parce qu'à partir du moment où une partie du langage passe en conventionnel, il y a une partie de ce langage qui tombe sous l'effet du réflexe qui est la simple communication. Et bon après, dans la musique, on n'est pas dans la communication. Là, je suis en train de faire une comparaison un petit peu abusive avec le langage verbal, et donc ce qui fait que avec les fonctions du langage, mais c'était pas du tout le but. Mais on risque de tomber justement dans un réflexe, en tout cas qui perd son sens. Voilà, on va pas entrer dans des sortes de définitions autour de la communication, etc. Mais en tout cas, le langage perd de son sens, et que la problématique d'Adrien Leverkun, c'est de lui en redonner. Et donc c'est pour ça que ce texte est important, parce qu'aussi il y a le langage de la sonate qui est une forme musicale qui a été généralisée durant la période classique, et qui est confortable au sens où il n'est pas nécessaire de la remettre en cause, et qu'on peut s'appuyer sur cette forme pour pouvoir construire la musique, et que la forme en elle-même a une signification. Seul problème, c'est comme tout langage ou tout mot dont on abuse, c'est qu'à un moment donné, ça perd son sens, et que là aussi c'est intéressant le fait que... Alors, il faut pas voir Beethoven comme quelqu'un qui a décidé radicalement de changer le langage et d'en finir avec la tonalité, avec la sonate. C'est pas, la question n'est même pas là. Mais si qu'il se passe quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas ressenti le besoin ou l'envie ou la nécessité. Je sais pas trop, parce que je suis pas repassé par les textes de Beethoven. Je sais pas s'il a écrit là-dessus, ou s'il a dit quelque chose qui a été gardé en mémoire sur l'opus 11. Moi je suis resté sur les textes d'Adorno, enfin principalement les textes d'Adorno. J'ai aussi lu les quelques articles qu'a pu écrire Charles Rosen notamment dans son ouvrage, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, sur la musique classique, Haydn, Mozart et Beethoven. Donc à savoir son intention réelle derrière, mais toujours est-il que il y a un moment donné où de toute façon la sonate ne s'achève pas, parce qu'elle n'a pas besoin d'être achevée. Soit on peut voir ça comme un choix de remettre un peu en cause la convention, on pourrait voir ça comme ça, soit on peut voir aussi tout simplement comme un choix finalement de dire que tout est dit et qu'on n'a plus rien à dire. Ça pourrait être ça, mais la question reste plus ou moins en suspens. Je sais plus si c'est le titre, là j'ai un gros doute, je ne sais plus si c'est
si c'est le titre d'une pièce musicale, si c'est le titre d'un morceau, enfin si c'est le titre d'un chapitre ou voire même d'un texte, mais je sais pas pourquoi c'est l'adieu à la sonate qui me revient en tête, mais est-ce que c'est... Là j'ai un gros doute, là j'aurais dû vérifier, j'ai mon esprit, ma pensée, ma mémoire qui patauge un petit peu, bon c'est pas très important, mais voilà, je voulais revenir sur ce point-là, parce que c'est là que je suis arrivé, et voilà, Adorno a écrit là-dessus. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'ait pas eu le temps de finir d'écrire là-dessus, donc la plupart de ce que des propos d'Adorno sur Beethoven que je vais réutiliser dans ma thèse, c'est surtout ceux qui viennent du recueil de ses notes, de ses fragments sur Beethoven, parce que peut-être que vous ne savez pas que Adorno projetait depuis avant de mourir, depuis des années, projetait d'écrire un ouvrage sur Beethoven, comme il en avait écrit un sur Alban Berg, comme il en avait écrit un sur Gustav Mahler, comme il en avait écrit un sur Richard Wagner. Il comptait écrire un ouvrage sur Beethoven, sachant que Beethoven avait comme une place un petit peu particulière à ses yeux, c'est un compositeur qu'il admirait. Récemment, alors moi je l'ai connu qu'en anglais au départ, donc j'ai quand même eu un peu de mal. Certains auteurs sont pas trop difficiles à comprendre en anglais, mais là pour une traduction anglaise d'Adorno, j'ai quand même eu du mal. Donc j'ai quand même apprécié la traduction qui a été édité par les éditions Rudulm récemment, la traduction de, je vais vous redire le nom, c'est un Beethoven, philosophie de la musique, traduit de l'allemand par Sacha Zilberfarb, voilà, avec le concours de Jacques-Olivier Bégaud. Bon, j'ai beaucoup apprécié, donc mes sources viennent surtout de ce livre, vont surtout venir de ce livre-là, et puis de son texte qui est dans un des recueils, que ce soit Moments musicaux, soit l'autre, qui est sur le style tardif, mais il me semble d'ailleurs même que dans le Beethoven, philosophie de la musique, il a été retranscrit aussi. Oui, parce ils ont mis l'intégralité, en fait, oui, c'est ça. Ils ont remis l'intégralité des textes, y compris ceux qui avaient déjà été publiés, donc il y a ces fragments et des textes complets aussi qui ont été... mais rien que le texte sur le style tardif en lui-même, il pourrait presque suffire à lui-même pour développer toute une réflexion sur ce chapitre-là. Maintenant, et voilà, en gros, en quoi... du coup... Adrian Everkuhn, le personnage qui assiste à cette conférence avec son ami... son ami Sirenus Seiblom va avoir une sorte de déclic. Alors je reprends le livre sous les yeux, qui est un peu poussiéreux parce que j'en ai deux versions, j'ai une version de poche et une version en grand format. Alors une forme de révélation. Alors c'est pas du tout montré comme ça. Là je suis dans l'introduction de Dr Faust. Est-ce que c'est celle de... Après c'est pas une grande importance, je m'en fiche un petit peu de ce truc là. Là il y a préfacé par Michel Tournier. Bon, en réalité je m'en fiche un petit peu. J'avoue que ça m'a juste permis de refaire un point sur parce qu'il parle de ce que dit Thomas Mann de son livre, donc rapidement. Bon après voilà, Michel Tournier de l'Académie Goncourt, peu importe. Voilà, et ça déclenche en tout cas tout un processus ensuite qui va l'amener à rencontrer le diable et à créer le dodécaphonisme sériel, ce qui a provoqué une belle embrouille avec le véritable créateur de décaphonisme, Arnold Schoenberg, enfin créateur, pas le seul tout à fait à avoir pensé à ça. Lui-même parle d'une autre influence par rapport à cette énigme d'écriture. Voilà. Je pense que c'est pas mal pour un retour au carnet de thèse, donc comme ça vous avez un petit peu le point où j'en suis. Je sais pas si je vais encore réussir à faire ce podcast régulièrement, on verra.
Mais là, c'est encore un peu, hésitant dans mon esprit parce que il faut que je remette vraiment la tête dans les textes. Ça va me revenir au fur et à mesure, mais voilà, symboliquement, c'était important. Donc je vous dis à bientôt. Dès que je peux, je vous donnerai des infos sur la périodicité de ce podcast. Voilà, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des corrections à me proposer ou si vous avez des questions tout simplement à me poser, je suis tout oui.